Allez, du point de vue du basket NBA en ce moment, on est un petit peu au ralenti, alors on va profiter de cette break, ce moment parfait pour poursuivre mon top 100 NBA actuel. Les 15 derniers jours, j'ai révélé les places 100 à 71, je vous les affiche ici. Si vous avez besoin de comprendre pourquoi tel joueur est à telle place, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes, elles sont toutes bien rangées dans une playlist prévue à cet effet. Tous les détails y sont, tout y est expliqué. Maintenant, pour bien suivre ce classement, il faut d'abord bien comprendre les critères, et ils sont assez simples. Ce top 100 est basé sur l'état actuel des choses, ici, maintenant, en août 2024. Pas question de prendre en compte l'âge, les salaires ou même le potentiel futur des joueurs qu'on va aborder. Ce classement, ce n'est pas non plus un simple résumé de ce qui s'est passé la saison dernière, ou alors des prédictions de ce qui pourrait se passer la saison prochaine. Non, on essaye d'aller bien au-delà de ça, mais aussi au-delà des chiffres, au-delà des stats, au-delà des paris sur l'avenir. On parle de talent pur, de polyvalence, d'intelligence de jeu, et surtout, et c'est bien ça le principal, de capacité à faire gagner une équipe immédiatement. Bien sûr, comme toujours, c'est le mien, je m'attends à des désaccords et c'est normal pour un sujet aussi subjectif. Alors prenez un petit peu de recul, ouvrez votre esprit et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Mais avant ça, j'ai 15 nouvelles places à vous dévoiler. Alors on y va pour les spots 70 à 56 de mon top 100 NBA 2024. On commence avec la place 70 donc, et Nikola Vucevic qui gagne 2 places par rapport à l'an dernier. Ouais, ça peut faire bizarre de le voir grimper au vu de sa saison très moyennasse avec les Bulls, mais je vais me justifier. D'abord, on parle d'un intérieur qui reste très productif offensivement, avec plus de 18 points et 10 rebonds de moyenne sur la saison passée. Ce double-double quasi systématique, c'est un atout majeur pour Chicago, surtout quand on sait à quel point le rebond peut faire la différence dans des matchs serrés. Vuc, malgré une baisse d'efficacité derrière l'arc, moins de 30% cette année, reste un joueur capable de scorer efficacement dans la raquette, grâce à son toucher fin, ses bons appuis et son jeu au poste toujours aussi bien maîtrisé. Maintenant, soyons honnêtes, la chute de son pourcentage à 3 points fait bien mal quand même. C'est ce qui le rendait particulièrement précieux en tant que stretch 5, et cette saison, il n'a pas réussi à s'imposer de loin comme il l'avait fait les saisons précédentes. Ce manque de menace extérieure, forcément, ça limite un peu l'impact qu'il peut avoir sur le spacing de Chicago, et par extension, sur la réussite globale de son équipe. D'ailleurs, l'impact de Vucevic sur le terrain cette saison est discutable. Les Bulls scoraient 6 points de moins sur 100 possessions cette saison quand il était sur le parquet. Pour un joueur de son calibre, c'est un petit peu inquiétant. Surtout qu'on ne va pas se mentir, en défense, c'est toujours aussi compliqué pour lui. Il n'a jamais été un grand protecteur de cercle, et son manque de mobilité, surtout sur les switches, est souvent exploité par les adversaires. Il doit donc compenser ses lacunes défensives par une plus grande efficacité en attaque, et malheureusement, cette saison, il n'a pas toujours été au rendez-vous. Mais bon, tout ça, on en était quand même déjà conscient l'an passé quand on l'a classé. Certes, il a mis moins de 3 points que l'an passé, mais en contrepartie, il a compensé avec davantage de points sous le cercle. Vuc a fait du Vuc en somme, avec ses qualités et avec ses défauts. Voilà pourquoi le laisser plus ou moins dans son range par rapport à l'an dernier me semble assez cohérent. Pour la place 69, un autre joueur de Chicago pour enchaîner. Kobe White, un nouvel entrant, le premier pour aujourd'hui dans mon classement. À seulement 24 ans, White a su capitaliser sur son potentiel pour se transformer en un élément clé des Chicago Bulls, une équipe en quête de renouveau. Son ascension rapide n'est pas un hasard, et il mérite pleinement cette reconnaissance. Commençons par ce qui saute aux yeux, les chiffres. Et oui, avec lui, une fois n'est pas coutume, j'ai vraiment envie de parler de stats. Cette saison, White a tourné à plus de 19 points, 5 passes décisives et 4 rebonds par match, le tout avec des pourcentages très corrects, notamment un joli 37% à 3 points. Il a su devenir un véritable moteur offensif pour les Bulls, surtout en l'absence de Zach LaVine qui a manqué de longues périodes cette année. Et en vrai, ce qui le rend si spécial, c'est sa capacité à prendre totalement feu à tout moment. Sa vivacité et sa capacité à s'arrêter net pour prendre un tir, souvent bien au-delà de la ligne à 3 points, font de lui un cauchemar pour les défenseurs. Mais là où White a vraiment pris une nouvelle dimension cette saison, c'est dans sa capacité à créer pour les autres. On parle ici d'un joueur qui a longtemps été vu comme un simple scoreur, mais qui a prouvé qu'il pouvait faire bien plus. Avec ses nouvelles responsabilités, White a su endosser un nouveau rôle à la main et il l'a fait avec brio. Il ne sera sûrement jamais le point god, mais sa capacité à créer des décalages pour les autres a au moins le mérite d'être intéressante. Puis à côté de ça, je trouve qu'il est en train de devenir un vrai leader sur le terrain. Voilà ce qui explique grosso modo cette entrée fracassante dans mon top. À la 68e place maintenant, on retrouve Kyle Kuzma, qui lui aussi, grosso modo, reste dans le même range que l'an dernier. Pour commencer, Kuzma est un joueur offensif extrêmement polyvalent, capable de marquer de plein de façons. Avec ses 22 points par match cette saison, il a montré qu'il pouvait être un scoreur de premier plan pour les Wizards. Qu'il s'agisse de tirer à 3 points, de créer son propre tir en pull-up ou en accédant à la raquette, Kuzma est capable de tout faire offensivement. Sa capacité à se créer des opportunités a souvent été précieuse pour une équipe qui régulièrement manquait de solutions en attaque. Puis en plus de son scoring, Kuzma apporte également
également du rebond et de la distribution, avec plus de 6 prises et de 4 assists par rencontre en moyenne. De plus, ses pourcentages restent plutôt corrects compte tenu du volume de tirs qu'il prend. Maintenant, tout n'est pas parfait chez l'ailier fort, et c'est ce qui explique, malgré ses chiffres, qu'on le retrouve finalement si bas dans ce top 100. Défensivement, il a les outils pour être plus impactant, mais il ne les utilise pas toujours au mieux. On pourrait s'attendre à ce qu'un joueur aussi mobile et polyvalent fasse preuve de plus d'implication de ce côté-là du terrain, mais ce n'est pas toujours le cas. De plus, son goût pour les tirs difficiles et parfois forcés peut parfois pénaliser sa team. Il est le genre de joueur qui peut abuser et qui a tendance à se transformer légèrement en croqueur quand on lui laisse trop de responsabilités offensives. Cependant, dur également d'oublier totalement que par le passé, il a su agir comme un super bon role-player dans une équipe très compétitive puisqu'elle est allée au titre. Le contexte des Wizards ne l'aide donc pas beaucoup à briller, mais ce que je retiens principalement quand même, c'est qu'il a du mal à en faire une team ambitieuse. Alors en attendant de voir si dans le futur il arrive à relever ce défi, une place 68 pour le moment me semble cohérente le concernant. Fred VanVleet maintenant, qui arrive à la 60e place de mon top 100, une baisse de 9 places par rapport à la saison précédente. Maintenant déjà attention, les chiffres parlent pour lui, avec plus de 17 points et 8 passes de moyenne, il reste une menace constante offensivement, capable de marquer de gros tirs mais aussi de servir ses potes. Mais ce qui m'intéresse encore plus avec VanVleet, c'est que ce qu'il a apporté à Houston va bien au-delà des simples statistiques. Il est un général sur le parquet, un meneur de jeu qui sait exactement où se placer, quand distribuer le ballon et quand prendre un tir crucial. Son professionnalisme est exemplaire, et il a joué un rôle clé dans la transformation des Rockets, leur permettant de gagner 19 matchs de plus que la saison précédente, une belle somme. Ceci dit, il y a quand même des petites raisons qui justifient sa chute dans mon classement, et notamment son inefficacité. Même si la majorité de ses tirs sont pris à longue distance, tournés à 41% au global, ça reste faible, et ce qui m'embête encore plus au milieu de tout ça, ce sont ces longs passages de temps faibles. Pendant parfois plusieurs matchs de suite, le meneur peut être en grande difficulté sur ses tirs, au point où pour une équipe comme Houston qui aspire à progresser rapidement, ça peut devenir problématique. Après, pas de soucis, c'est pas grave, il compense quand même largement autrement avec son envie, son implication et son QI basket. À lui maintenant de réussir à tirer son équipe des Rockets encore plus vers le haut pour espérer davantage grimper dans mon top. À la place 66 de mon classement, on retrouve maintenant Michael Porter Jr., qui lui connaît une petite hausse de 3 places par rapport à l'an dernier. MPJ, si l'on veut parler de lui, c'est d'abord une arme offensive redoutable. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes, plus de 16 points et 7 rebonds par match, avec une adresse à 3 points de 40% en 81 rencontres jouées, cette saison c'est fort, surtout dans une équipe comme Denver. Clairement, il est un tireur d'élite, capable de connaître des séries à 3 points impressionnantes, et ce, malgré une concurrence féroce pour les tirs chez les Nuggets. Ça on l'a vu au premier tour de playoff, face aux Lakers notamment, où MPJ a tourné à quasi 23 points par match. Malheureusement pour lui, et c'est un peu l'histoire de sa carrière, ça n'a pas du tout été la même chose au deuxième tour. Passer de quasi 23 points par rencontre à seulement 11, c'est un déclin qui se ressent, surtout quand son efficacité défensive est aussi remise en question, au point que Michael Malone a plusieurs fois préféré le laisser sur le banc en fin de match en faveur du jeune Christian Braun. Pour un joueur de son calibre, c'est évidemment un coup dur. Ceci dit, ne vous méprenez pas, Porter Jr. reste tout de même un élément crucial de la rotation des Nuggets. Ce qui fait sa force, c'est aussi sa capacité à s'adapter. En effet, malgré son profil de scoreur naturel, il s'intègre parfaitement dans le collectif de Denver, entouré de Jokic et de Murray. Plutôt que de se plaindre de son rôle de 3e ou 4e option, il l'accepte et l'exécute à merveille. Ce n'est pas rien quand on sait qu'il pourrait facilement tourner à 25 points par match dans une équipe moins compétitive, je n'ai aucun doute là-dessus. Et même défensivement, je trouve que dans l'implication, il a fait des efforts notables cette saison. Il semble également en avoir fini avec ses soucis trop fréquents de blessures, et ça aussi c'est positif. Pour toutes ces raisons, il obtient donc cette place 66, mais pour moi, son manque de fiabilité sur le long terme, en tout cas ce qu'il a prouvé jusqu'à maintenant dans ce domaine, ne me permet pas encore de le classer plus haut. À la 65e place de mon top 100, on retrouve maintenant Jarrett Allen, un joueur qui a su plus ou moins rester constant dans sa production avec les Cavaliers, malgré sa petite baisse de 4 places. Tout d'abord, les points forts chez Jarrett Allen sont indéniables, et nombreux. Le pivot de Cleveland est une véritable machine à double-double, avec plus de 16 points et 10 rebonds de moyenne par match. Sa capacité à finir près du cercle est impressionnante, surtout avec un pourcentage de réussite supérieur à 63% au tir. C'est le genre de joueur qui ne force pas les choses, qui sait où il excelle et reste dans sa zone de confort, ce qui est à la fois sa force, mais aussi un petit peu sa faiblesse. Sa capacité à attraper les lobes et à conclure sur pick and roll en fait en tout cas une menace constante près du panier, et ce, en attaque comme en défense. Ceci dit, cette petite baisse de 4 places dans mon classement n'est pas non plus totalement anodine, il y a des raisons également. Si Allen reste un pilier défensif et un excellent rebondeur, il a montré certaines limites, notamment en termes de développement offensif. Son jeu reste très axé sous le panier, et malgré son scoring, il ne propose pas grand chose en dehors de la peinture. Dans une NBA où l'on demande de plus en plus aux pivots d'élargir leur palette offensive, son incapacité à s'écarter limite logiquement son impact global. Ensuite, même si
ses qualités défensives sont réelles, ses différents passages par les playoffs ont montré qu'il y avait quand même certains aspects dans lesquels il avait du taf, Jarrett Allen. Face à la physicalité accrue des matchs à enjeu, il a parfois eu du mal à s'adapter, bien qu'à 26 ans, il soit encore en train de prendre de l'expérience. Il a montré des signes d'amélioration, en particulier en apprenant à mieux utiliser son corps pour se positionner et à jouer plus haut sur le terrain pour perturber les défenses adverses. Toutefois, ces ajustements sont encore en cours et il n'a pas encore totalement réussi à surmonter les défis posés par les intérieurs plus durs. Finalement, même si Jarrett Allen reste une valeur sûre dans la ligue, au poste de pivot, j'ai l'impression qu'il stagne un petit peu ces dernières saisons, comme s'il avait atteint son plafond ou pas loin. Le voir rester dans le même range par rapport à l'an dernier donc me paraît assez logique. À la place numéro 64 de mon top 100 NBA actuel, on retrouve maintenant Chris Middleton, qui lui connaît une chute assez conséquente de 14 places par rapport à l'an dernier. C'est un joueur qui malgré son talent certain a connu des moments difficiles ces dernières saisons, et il est temps d'en parler. Et du coup commençons avec le positif, car Middleton, quoi qu'on en dise, reste un joueur avec des qualités indéniables, sinon on n'en parlerait pas dans mon top. En playoff cette année, malgré une saison régulière en demi-teinte, il a rappelé à tout le monde pourquoi il était un ancien All-Star. Avec Giannis Antetokounmpo absent, l'ailier a pris les choses en main, enchaînant des performances impressionnantes, notamment un match à plus de 40 points et une belle présence dans les moments clés. Sur les 6 matchs de playoff qu'il a joué, il a affiché des moyennes de quasi 25 points par match, à 48% de réussite au tir. C'est bien simple, à ce moment-là de l'année, Middleton était exactement le leader que Milwaukee attendait. Cependant, il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille, et notamment la régularité du joueur, qui a beaucoup manqué ces dernières saisons. Avec seulement 88 matchs joués en saison régulière sur les 2 dernières campagnes et des statistiques bien en deçà de ses standards habituels, Middleton semble quand même être un joueur en perte de vitesse. Les blessures ont continué de le hanter, empêchant toute véritable continuité et surtout rendant son apport trop sporadique pour une équipe qui compte sur lui pour être un pilier aux côtés de Giannis et de Lillard. Sa capacité à prendre les matchs en main dans les moments cruciaux est toujours là, mais elle est désormais entachée par une défense plus hasardeuse et une condition physique qui l'oblige à gérer davantage son énergie et ses efforts. Ses 33 ans et son état de santé ne jouent pas en sa faveur et ça n'aide pas non plus les Bucks. Ces raisons expliquent donc cette 64e place et cette chute de 14 rangs par rapport à l'an dernier. On arrive maintenant à la place 63 de mon top 100 où arrive maintenant un joueur qui ne cesse de grimper dans la hiérarchie de la NBA, Jalen Williams. Et je vous le dis tout de suite, sa présence à cette position est tout sauf volée quand on voit son ascension fulgurante depuis sa draft en 2022. Commençons par les chiffres car ils parlent d'eux-mêmes. 19 points, 4 passes et 4 rebonds par match avec une adresse affolante de 53% au tir et 42% à 3 points, pour un sophomore qui joue dans une équipe aussi ambitieuse que celle d'OKC, c'est d'une sacrée lourdeur. S'il a reçu des votes pour le MIP et le Clutch Player of the Year, c'est pour une bonne raison. Quel que soit son âge, Jalen Williams, par sa présence, est déjà capable de peser amplement sur le cours d'un match. Ce qui me frappe le plus chez lui, c'est sa polyvalence. Williams est un ailier qui possède un arsenal vraiment complet. Il sait dribbler, shooter, scorer en pull-up, mais il est aussi capable de défendre sur plusieurs positions, grâce à sa force physique et sa rapidité latérale. Vous voulez un joueur capable de créer son tir tout en assurant de l'autre côté du parquet? Jalen Williams est votre homme, il coche toutes ses cases. Il a d'ores et déjà toute sa place pour former un trio hyper talentueux à OKC auprès de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren. Et si dans le futur, j'aimerais qu'il progresse encore offensivement en prenant plus de responsabilités en attaque pour alléger un peu la charge d'SGA, il a le temps. Et pour la suite, je suis à peu près sûr que Jalen Williams a le potentiel All-Star, mais sans parler de ça, en attendant de voir s'il arrive jusqu'à ce niveau, cette place 63 me semble bien méritée. Passons maintenant à la place 62 de mon top 100 où nous retrouvons Miles Turner, qui connaît un petit plus 5 par rapport à l'an dernier. Ouais, le pivot sort d'une saison très solide où il a montré qu'il pouvait être bien plus qu'un simple protecteur de cercle. Avec ses 17 points, 7 rebonds et surtout ses quasi 2 contres par match, il continue de s'imposer comme l'un des intérieurs les plus solides de la ligue. Et ce qui m'a particulièrement impressionné cette saison ou ces dernières années, c'est sa vraie progression en tant que shooter. Voilà 2 campagnes qu'il termine à plus de 35% derrière l'arc, ce qui fait de lui l'un des meilleurs stretch 5 de la ligue. Il a enfin su trouver un semblant d'équilibre entre ses tirs de loin et son jeu au poste, et même si tout n'est pas encore parfait, ça le rend bien plus difficile à défendre. On le savait déjà capable de protéger le cercle, mais le voir devenir une véritable menace offensive, ça change la donne. De toute façon, ce que j'apprécie chez lui, c'est que de façon plus globale, il est devenu bien plus fluide dans son jeu, et ce n'est pas un hasard si cette année, enfin, il n'était plus sur la liste des transferts pour les Pacers. Il ne force plus autant les actions, et semble avoir compris que parfois, il suffit de prendre ce que la défense te donne. Avec Tyrese Haliburton à la main, il a pu profiter de meilleures passes et a montré une vraie capacité à s'adapter, que ce soit pour popper, après un écran, ou pour roll, en plongeant vers le cercle. Comprendre mieux le jeu lui a permis de devenir une force pour ces Pacers qui ont atteint les finales de conf cette année. Le problème reste encore sûrement ces trop fréquentes pertes de focus des deux côtés du terrain. Ses prises de décision sont parfois affinées et à maintenant 28 ans, pas sûr qu'il fasse encore beaucoup de progrès dans le domaine. Ça ne m'empêche tout de même pas de retenir tout plein de bonnes choses qu'a montré Miles Turner dernièrement et ça lui offre une jolie 62e place dans mon top 100 NBA actuel.
Passons maintenant à la place 61 de mon top où nous retrouvons Bradley Beal. Oui, vous l'avez bien entendu, Bradley Beal, autrefois considéré comme l'un des meilleurs arrières de la ligue, seulement à la place 61 et qui perd encore 16 places par rapport à l'an dernier. Alors avant de me jeter des tomates sans prendre de distance, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Du coup, commençons par le contexte. Les Suns ont pris un énorme pari en récupérant Bradley Beal pour former un Big Three avec Devin Booker et Kevin Durant. Mais soyons honnêtes, cette audace n'a pas vraiment payé. La saison régulière a été laborieuse pour Phoenix, et cette dynamique s'est prolongée en playoff, où l'équipe s'est fait sortir dès le premier tour. Sur le papier, ça fait tâche. Et c'est justement encore plus dans ces moments que Beal a montré des signes inquiétants. Bien que ses statistiques de 18 points, 5 rebonds et 4 passes restent respectables, elles sont loin de refléter le niveau du joueur que Beal est censé être. Pire encore, sa gestion du ballon a été catastrophique cette saison. Sans meneur de métier à Phoenix, c'est Devin Booker qui a dû assumer, car Beal n'a pas réussi à tenir cette place dans une équipe aux ambitions telles que celle des Suns. En gros, ce que je retiens surtout depuis son arrivée à Phoenix, c'est que son investissement et sa production n'a pas du tout justifié l'énorme investissement fait pour lui. Mais même indépendamment de ça, il y a plein d'autres choses. Parlons de sa santé par exemple, qui est bien problématique ces dernières saisons également. Beal, à 31 ans, n'a pas joué plus de 60 matchs en saison régulière depuis 2019, et cette année, il n'en a disputé que 53. Ses blessures à répétition compliquent sa capacité à être le joueur d'impact qu'on attendait, surtout dans une équipe qui vise le titre. Ça aussi, ne pas être assez présent, ne pas avoir de rythme, ne pas avoir de continuité, ça joue fort dans son ranking, c'est normal. Il reste certes un scoreur talentueux, capable de créer son tir comme peu d'attaquants savent le faire en NBA, cependant, sa tendance à être aussi souvent blessé, son implication en dilettante et ses difficultés à s'adapter à un rôle plus réduit dans l'attaque des Suns sont des facteurs qui expliquent cette chute dans mon classement. Voyons si maintenant, à Phoenix, avec Budenholzer au coaching, les choses s'arrangent pour lui la saison prochaine. En attendant, j'ai quand même du mal à imaginer Beal bien plus haut que la place 61. Allez, maintenant on poursuit les hostilités avec le top 60, où entre un joueur super explosif qui ne cesse de faire parler de lui, Jalen Green. L'arrière connaît une immense hausse de 25 places par rapport à la saison dernière qui peut bien surprendre au premier abord. Pourtant, cette grosse hausse, je l'assume totalement et je vais vous expliquer bien sûr pourquoi. D'abord, parlons de ses statistiques globales sur la saison. 20 points, 5 rebonds et 3 passes avec des pourcentages toujours aussi aléatoires au premier coup d'œil. C'est pas mal, mais c'est moins bien que l'an dernier. Alors pourquoi un si important bond en avant? Parce que sur la deuxième partie de saison, dans une équipe des Rockets qui tournait très bien, Green, en tournant à 23 points par match après le All-Star Game, a littéralement explosé. Ces 28 points marqués en moyenne par match sur le mois de mars sont bien là pour en témoigner. Et ce qui m'impressionne bien plus que ces chiffres, c'est le tout nouvel impact que Green peut avoir dans les résultats de sa team. Ça, j'ai réellement tenu à le mettre en avant aujourd'hui. Pendant le mois de mars fou de Green, les Rockets ne s'arrêtaient plus de gagner, malgré les absences de joueurs pourtant importants. Pour la première fois, l'arrière ne produisait pas des stats dans le vent, mais bel et bien des chiffres qui permettaient à son équipe de remporter des matchs. N'est-ce pas exactement ce que l'on recherche ici? À ce niveau-là, je trouve, on commence enfin pour Green à parler de talent qui peut changer le niveau d'une franchise. Bien sûr, il est avant tout un homme à highlight, au jeu super spectaculaire, qui peut planter des dunks qui ont mis beaucoup de ses adversaires sur le poster. C'est un jeu à risque, avec beaucoup de déchets qui y sont liés. Mais au-delà de ses qualités athlétiques, ce que j'ai aimé cette saison, c'est qu'il commence à devenir une menace bien plus régulière en ISO. On le voit de plus en plus s'arrêter net pour planter des pull-ups qui forcent ses défenseurs à rester constamment sur leur garde face à lui. En gros, à 22 ans, il devient enfin un joueur mature, et même si ses statistiques ne le montrent pas forcément cette saison, j'ai tenu à le mettre bien en avant avec cette grosse montée de 25 places pour cette année. Go maintenant la place 59 avec Zach LaVine qui subit une chute conséquente de 19 places par rapport à l'an passé. Cette baisse est importante, c'est sûr, mais elle reflète bien les dernières saisons compliquées de l'arrière à Chicago. Zach LaVine, c'est d'abord un athlète hallucinant, capable de réaliser des actions spectaculaires qui laissent le public bouche bée. Son jeu est l'un des plus fluides de la NBA, avec un pull-up jumper d'une pureté rare qu'il prend avec un naturel électrisant. Mais voilà, malgré tout ce talent brut, dernièrement, LaVine s'est un peu perdu dans ses propres instincts, ce qui explique en grande partie sa chute dans mon classement. En fait, malgré toutes ses qualités, cette saison, quelque chose m'a frappé. Les Bulls semblent pratiquer un meilleur basket quand il est absent, ce qui forcément pose question et n'est pas entièrement dû au hasard. Ces blessures ont parfois permis à la team de retrouver une certaine fluidité, un jeu plus huilé et plus efficace. Le problème de LaVine, c'est qu'il a tendance à compliquer ce qui pourrait être simple. Il privilégie parfois le spectacle à l'efficace, ce qui peut nuire à l'équilibre d'une équipe qui repose en grande partie sur lui. Il faut aussi prendre en compte son historique de blessures, qui fait mal également. Cette saison, une nouvelle intervention chirurgicale est venue couper court à sa saison, avant même la trade deadline. En définitive, aujourd'hui, Zach LaVine n'est plus un joueur que l'on peut seulement évaluer grâce à ses performances passées. Il a beau être bourré de talent, ses blessures répétées et son style de jeu bien trop individualiste à mon goût le pénalise forcément grandement dans mon classement. Cette place 59 reflète donc aussi bien les qualités intrinsèques qu'il possède, mais aussi les doutes que j'ai le concernant quant à sa capacité à porter son équipe de manière fiable, constante et efficace.
Une autre chute importante maintenant à la place 58 avec Darius Garland, qui perd 20 rangs par rapport à l'an passé. Pourquoi une telle baisse pour un joueur qui il y a encore peu de temps était vu comme l'un des futurs meneurs phares de la ligue? Eh bien tout simplement parce que cette saison 2023-2024 m'a beaucoup déçu. Pour commencer, ses statistiques ont largement diminué, 18 points et 6 passes avec de bons pourcentages, c'est loin d'être mauvais, mais c'est une baisse de production conséquente pour un joueur qui avait déjà atteint un niveau All-Star par le passé. Jouer aux côtés de Donovan Mitchell semble avoir freiné sa progression, et même s'il reste un passeur talentueux et un excellent manieur de ballon, l'alchimie entre les deux n'a pas été aussi évidente qu'attendue après 2 saisons passées ensemble. Puis un autre facteur important à prendre en compte le concernant lui aussi, c'est sa capacité à rester en bonne santé. Garland a encore manqué 25 matchs cette saison, ce qui l'a empêché de trouver un rythme constant et de montrer son meilleur visage sur le terrain. Et là, on arrive à un point clé, même lorsqu'il était sur le parquet, le meneur n'était tout simplement pas aussi dominant que ce que l'on aurait pu attendre. Ses performances en play-off ont été particulièrement décevantes par exemple, d'autant plus que les chiffres laissent penser que pendant la post-season, Cleveland était plus efficace avec Garland sur le banc, ça fait mal. En gros, Garland reste un joueur extrêmement talentueux, capable d'orchestrer une attaque et de faire briller ses coéquipiers, je n'ai aucun doute là-dessus, c'est pour ça qu'il apparaît quand même bien classé dans mon top. Cependant, il est encore très loin d'être le franchise player que je le voyais devenir il y a encore peu. Même si à 24 ans, il a encore tout le temps de se développer, pour moi, au vu de ses constats, pour le moment, c'est difficile encore de l'imaginer plus haut que cette place 58. On poursuit maintenant avec OG Anunoby à la place 57 qui gagne 9 places par rapport à la saison passée. Pour expliquer ça, parlons de ce qu'apporte l'ailier sur le terrain à New York, c'est là que tout se joue. OG c'est un défenseur tonitruant, le profil de lockdown infatigable que tu peux envoyer sur n'importe quel attaquant pour lui rendre la vie compliquée. Que ce soit sur des arrières rapides ou des ailiers physiques, sa polyvalence défensive est tout simplement incroyable. Il est probablement l'un des meilleurs défenseurs sur l'homme de toute la ligue, et dans une NBA où l'attaque a tendance à être reine, c'est un atout inestimable pour le coach Tom Thibodeau. Maintenant, à côté de ça, ce qui est également vraiment impressionnant avec OG, c'est son évolution offensive à travers les années. Voilà maintenant plusieurs saisons que l'ailier est devenu un bon tireur à 3 points, notamment depuis les corners, où il est une véritable menace. Cette saison, il a encore montré sa capacité à créer du spacing avec un pourcentage supérieur à 38% derrière l'arc, tout en étant un excellent slasher, capable d'attaquer le cercle avec puissance, sur jeu placé et en transition. Mais là où il a vraiment progressé, c'est dans son jeu en mid-range. Il est désormais capable de créer son propre tir, de dribbler et de s'arrêter pour un pull-up dans la peinture. C'est nouveau ça, et ça ajoute une nouvelle dimension à son jeu offensif. Ceci dit, la clé de sa montée en flèche dans mon classement, c'est l'impact qu'il a eu directement à New York dès son arrivée cette saison. Les Knicks ont terminé cette campagne avec un bilan impressionnant de 20 victoires pour seulement 3 défaites avec Anunoby dans le line-up. Ce chiffre en dit long sur l'adaptation de l'ailier à son nouvel environnement et sur l'impact immédiat qu'il a eu sur cette équipe des Knicks. Rares sont les joueurs qui peuvent avoir un tel effet sur leur team dès leur arrivée. Maintenant, tout ne peut pas être parfait, et il faut être honnête, OG a encore certaines limites, notamment dans le playmaking et la création pour les autres. Il n'est pas un vrai ball handler et il a tendance à se retrouver dans des situations où il force trop, ce qui se traduit par un ratio assist-turnover négatif depuis son arrivée à Big Apple. De plus, sa capacité à rester en bonne santé reste une préoccupation, comme en témoigne son nombre important de matchs manqués ces dernières saisons. Ceci dit, son impact est tel lorsqu'il est sur le terrain en bonne santé que ses préoccupations sont au moins en grande partie gommées. Ces inquiétudes ne me suffisent en tout cas pas pour le mettre plus bas que cette place 57. Allez, dernière place pour aujourd'hui, la 56 avec Jaren Jackson Jr. qui perd quand même 20 places en un an. J'imagine que cette lourde chute va vous surprendre, on parle quand même d'un joueur qui a été élu défenseur de l'année en 2023 et qui la saison passée encore tournait à plus de 22 points et 5 rebonds par rencontre. Alors pourquoi une telle descente? Eh bien pour expliquer ça, je vais commencer d'abord par le positif, et il y en a beaucoup, je ne vais pas mentir. Triple J, même s'il a mis beaucoup moins de contre cette année, c'est un défenseur d'élite, point barre. Mais c'est ça le truc, il n'est pas juste un gars qui protège l'arceau. Non, avec le temps, il n'a pas eu le choix, il a appris à être partout. Il peut venir en aide, switcher sur les extérieurs, contester les tirs derrière l'arc, et tout ça avec une mobilité et une envergure qui mettent la pression sur n'importe quel attaquant. C'est le genre de joueur qui peut complètement changer la dynamique d'un match en quelques actions défensives seulement. Si vous cherchez un petit peu un exemple de ce que c'est, la défense de l'ère moderne en NBA, je pense que Jaren Jackson Jr. est l'illustration parfaite de cette nouvelle vague. Mais avec tout ça, il y a un revers à la médaille, et pas des moindres, sinon l'ailier fort, l'intérieur, n'aurait pas tant baissé par rapport à l'an dernier. Jackson Jr. a beaucoup de talent, mais il existe plusieurs obstacles qui l'empêchent de l'exploiter à fond. Son incapacité à rester sur le terrain à cause des fautes personnelles par exemple, c'est un vrai problème. Imaginez un défenseur de son calibre qui pourrait jouer 35 minutes par match sans passer la moitié de son temps sur le banc à cause de fautes stupides, ça changerait complètement la donne pour Memphis. Malheureusement, le concernant, ce n'est pas encore le cas, et ça pèse encore lourd dans la balance. Avec ça, j'aimerais également qu'il se batte plus au rebond, qu'il en prenne davantage. 5, c'est pas suffisant pour un joueur qui évolue à son poste. Il a besoin de plus de dureté, et peut-être parfois d'oublier un petit peu le contre pour justement aller davantage
avantage au rebond. Ensuite, il y a l'attaque, toujours, car même s'il a connu des progrès cette saison, en raison des responsabilités qu'il a eues au vu des absences de Desmond Bane et Ja Morant, il a quand même encore du chemin à parcourir. Oui, il est devenu un scoreur plus polyvalent, capable de punir les défenses de loin ou de les attaquer en dribble, mais soyons honnêtes, jouer le rôle de l'attaquant, c'est le faire complètement sortir de sa zone de confort. Quand Morant et Bane sont absents, Jackson doit créer plus pour lui-même, et ça, il ne sait pas vraiment faire. Ça fait de lui un joueur qui, pour briller pleinement, dépend beaucoup des autres. Forcément, ça ne l'aide pas beaucoup dans ce ranking, surtout qu'à l'image de pas mal de ses coéquipiers, lui aussi a connu pas mal d'absences ces dernières saisons. Du coup, malgré un talent indéniable, à 24 ans, j'ai l'impression qu'il manque encore pas mal de petites choses à Triple J pour s'installer durablement dans mon top 50. Vous en pensez quoi, vous? Faites-moi vos retours sur ces 15 nouvelles places de mon top dès maintenant dans la section commentaires, je suis toujours aussi impatient de vous lire.